Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année pour un tout nouveau projet qui sera en deux parties et consacré au célèbre mortier de l'armée allemande Karl. Il s'agit de l'une des plus grandes pièces d'artillerie automotrice jamais construites et il avait un assistant pour l'aider au chargement de ses obus qui pesait jusqu'à plus de 2 tonnes. Et ces munitions étaient tellement puissantes qu'elles pouvaient percer jusqu'à 3 mètres d'épaisseur de béton et 45 cm de plaques de blindage. Construit sur la base du châssis du Panzer IV, on rajoute un coffre pour contenir jusqu'à 4 obus et une grue électrique pour aider à la manutention et au chargement du canon. Maquette que je vais faire à partir du modèle de chez Trumpeter. Et comme d'habitude, on va se retrouver tout de suite dans l'atelier pour la revue du projet. Alors il n'y a que 2 fabricants qui proposent ce modèle, Trumpeter et aussi CMK qui est devenu très rare et moins abouti je trouve du fait qu'il est moulé en résine. Alors la maquette date néanmoins de 2006 mais globalement elle représente bien le modèle et on peut observer que Trumpeter a réalisé un bon travail sur son kit. On retrouve déjà une belle et généreuse planche de photodécoupe, ce qui est plutôt plaisant vu qu'il n'y a pas d'aftermarket dédié pour cette maquette. Et il y a également des obus en aluminium de 2 tailles différentes. Il faut savoir que le mortier Karl était capable d'en tirer jusqu'à 3 sortes en fonction de la cible qu'il voulait détruire. Il y a aussi un petit sachet contenant des ressorts pour les garde-boue, quelques fils en métal et la cordelette qui représente les câbles d'acier de la grue. Néanmoins, je vais effectuer pas mal de petites modifications pour remettre au goût du jour et pour gagner en finesse et en détail. En ce qui concerne la documentation, il n'existe aucun véritable ouvrage consacré à ce véhicule. On trouve souvent quelques informations complémentaires dans des ouvrages traitant du mortier Karl en lui-même, comme ici dans ce livre que j'avais trouvé en Allemagne dans une bourse où il y a quelques photos et de brèves explications. J'ai donc effectué quelques investigations sur internet afin de trouver le plus de photos possible. Il faut savoir que seulement 13 véhicules ont été fabriqués sur différentes versions du châssis du Panzer IV. Et pour résumer, il semble qu'un unique véhicule ait survécu au conflit. J'ai découvert cette photographie montrant qu'il se trouve sur un terrain militaire aux États-Unis. Cependant, en poursuivant les recherches, il semble que celui-ci a été mis à la ferraille et qu'il est complètement disparu. Ce qui est vraiment dommage, mais ça explique également la difficulté d'obtenir davantage de documentation sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande de visiter l'excellent site de mon ami Didier Lefebvre de Plastic Dream, Devoir de mémoire et de maquettisme D2MM. Vous y découvrirez un article dédié à ce véhicule qui accompagne le canon Karl lors du siège de Sébastopol, et j'y publierai aussi régulièrement des photographies de mon montage pour vous montrer l'évolution de mon travail. C'est aussi pour vous une opportunité de découvrir d'autres projets de maquettistes chevronnés, une adresse à garder dans vos favoris et à consulter régulièrement. Mon projet commence par le bas de la caisse. Un premier aspect agréable du modèle de chez Trumpeter, comme la plupart des fabricants, ils l'ont moulé en une seule pièce et ont même reproduit les éléments mécaniques qui constituent la transmission du barbotin avant, pratique si on le souhaite le représenter dans une configuration de maintenance dans un atelier. Cependant, j'ai besoin de retirer quelques traces de bavure. J'utilise cet outil qui permet de retirer les lignes de moulage de manière beaucoup plus pratique et moins dangereuse que de le faire avec une lame de scalpel, qui, on le sait, a un appétit très vorace à l'égard de nos chers petits doigts, surtout quand on dérape. Ensuite, comme d'habitude, je reprends les surfaces qui sont complètement lisses avec du mastic pour créer les effets de texture de fonderie. Étant arrivé à la fin de mon pot de Mister Surfaceur, j'ai choisi de faire au mastic acrylique de chez AK pour tester une nouvelle façon de faire. Alors le principe reste le même, il faut appliquer le produit en le tapotant avec un pinceau jusqu'à ce qu'on obtienne cet effet de peau d'orange qui représente l'état de surface d'une pièce de fonderie. Puis je termine en ponçant les surfaces avec une éponge abrasive à grain fin pour éliminer les résidus trop grossiers et affiner soigneusement mon résultat. Il est proposé par le fabricant de la maquette de choisir entre une pièce en plastique ou en photodécoupe pour le système de remorquage situé sur la face avant du Panzer. J'ai opté pour le choix de la photodécoupe qui est plus abouti et que j'ai complété avec des rivets en impression 3D de chez Quinta Studio. Et j'ajoute aussi une chaîne de chez Trumpeter qui est l'une des plus petites que j'ai trouvées et qui est plus réaliste que les chaînes en photodécoupe qui manquent de volume et de réalisme. Je vous recommande de posséder cette référence dans votre atelier pour détailler facilement cette partie si vous êtes comme moi soucieux du détail. Par chance, j'ai un modèle de Panzer IV de chez Dragon qui me permet de trouver des améliorations nécessaires pour le modèle de chez Trumpeter. J'ajoute également d'autres détails tels que des écrous de chez Liang et des renforts fabriqués en carte plastique. Grâce à l'utilisation de produits qui restent simples et accessibles, je réalise une amélioration significative du niveau de détail d'une maquette datant de plus de 20 ans. Alors comme pour le projet de mon Brombar, les suspensions du train de roulement sont très mal restituées et manquent de détails, un problème que je rencontre souvent sur les anciens modèles. Le même constat également sur les galets de route qui manquent de détails, tels que l'absence du nom du fabricant sur le bandage en caoutchouc.
Comme pour le précédent projet, je choisis dans mon stock les pièces nécessaires pour rénover intégralement le train de roulement avec des éléments de chez Tristar et AFV Club. J'ai opté pour les galets de route fabriqués par Tristar qui correspondent à ceux d'un train de roulement de Panzer IV de type D. En utilisant une lame de scalpel neuve, je détache quelques morceaux de caoutchouc pour faire des traces d'usure et éliminer ce sentiment que le véhicule est trop récent, sorti de l'usine, avec aucun kilomètre au compteur. J'ajoute des marques supplémentaires sur la tranche et sur les bords avec une cale à poncer en frottant délicatement sur les parties pour retirer un petit peu de matière afin d'imiter les effets du frottement de la partie du bandage en caoutchouc en contact avec la chenille. Puis j'affine soigneusement mon résultat en utilisant une éponge abrasive à grain fin pour enlever et retirer les derniers résidus. Une comparaison entre le modèle de chez Tristar et celui proposé par Trompeter, on voit clairement que l'amélioration des détails est visible et appréciable, le moulage est nettement plus précis et on peut même voir sur la tranche la marque du fabricant de pneumatiques ainsi que quelques chiffres. À ce stade, j'ai besoin de monter temporairement le train de roulement pour l'assemblage de la chenille. Une astuce que je vous partage, c'est d'utiliser du masse-colle comme colle liquide temporaire. Elle suffit amplement pour maintenir les pièces et se retire facilement sans nuire au plastique. Le moulage de la roue arrière est très décevant. Le rivet central est décalé et il semble même avoir du plastique qui a coulé sur la pièce. Malheureusement, aucune entreprise d'aftermarket propose des pièces de meilleure qualité pour les remplacer. Par contre, une petite recherche sur internet m'a permis de dénicher un schéma de la pièce qui correspondait, mais au 1/16e. Par chance, il me suffit juste de remplacer le bouchon de la roue tendeuse. Une fois de plus, l'impression 3D rend de grands services. Je passe ensuite aux chenilles qui sont proposées de deux façons. Une paire en vinyle, ce qui était assez répandu pour les anciens kits et qui me rappelle mes vieux souvenirs de mon enfance quand j'ai débuté le modélisme. Alors elles sont pratiques pour ceux qui fuient encore les chenilles maillon par maillon, et je vous suggère de visiter la chaîne pour y trouver un tutoriel sur l'assemblage des chenilles en patins individuels si vous envisagez de vous lancer dans la fabrication pour l'un de vos modèles. Concernant les chenilles en plastique injecté, je suis pas très enthousiaste au moulage avec les gros points d'attache qui va nécessiter beaucoup de temps pour être dégrappé et correctement nettoyé. Heureusement, je garde toujours une réserve de chenilles de chez Free Model pour ce genre de situation. Et vu que la marque a été rachetée et qu'elle est désormais disponible chez nos revendeurs de maquettes préférés, on n'a plus aucune raison de les garder et là c'est une opportunité de les utiliser. L'outil que vous voyez ici, c'est un gabarit pour découper les tiges à la bonne longueur. Le plan est disponible gratuitement sur le site du fabricant et par curiosité, j'ai même trouvé quelqu'un qui l'a réalisé pour l'impression 3D. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je suis sûr que ça va vous être très utile. Moi-même, je pense que je vais me l'imprimer. Alors la construction des chenilles métalliques est une tâche longue et fastidieuse qui nécessite d'abord de repercer les trous pour enlever les restes de matière et pour permettre le passage aisé de la tige en laiton. En général, je réalise des assemblages en portions de 10 patins à la fois et j'ajoute ensuite à la fin un élément par élément jusqu'à ce que je sois satisfait de l'effet sagging de la chenille. Il m'a fallu 2 soirées pour réaliser la paire, qui est nettement plus réaliste que celle suggérée par Trompeter, et il me tarde d'essayer une nouvelle méthode qui circule beaucoup sur internet en ce moment pour les faire oxyder. La seconde partie du montage concerne le haut de la caisse qui va nécessiter un peu de travail. Je commence par réaliser la texture de fonderie sur les flancs avec la même technique que pour le bas de la caisse, je tapote du mastic sur les surfaces, puis une fois qu'il est sec, j'améliore le rendu et le résultat en éliminant les gros résidus avec une éponge abrasive. Je trace aussi les marques de soudure entre les deux plaques d'acier en utilisant une lame de scie. Le motif est gravé sur la tranche par de petites entailles en veillant à ne pas trop insister pour rester cohérent par rapport à l'échelle de mon projet. Pour les cordons de soudure, j'utilise du mastic bicomposant que je roule entre 2 plaques de plastique pour créer de fins boudins que je pose ensuite dans des rainures préalablement gravées à l'aide d'un pinceau gomme. Ensuite, j'utilise ce petit instrument que j'ai fabriqué moi-même dans un morceau de laiton pour créer le motif de la soudure si caractérisé par sa forme en C avant que le produit soit totalement sec. Alors le véhicule a subi d'importantes modifications pour être adapté au transport de munitions et de grande envergure. Par exemple, les protections des épiscopes blindés ont été retirées pour être remplacées par une petite trappe munie d'une petite vitre. Trompeter nous les propose en plastique transparent, mais avec le temps il s'est déformé et il est devenu difficilement utilisable. Je les substitue par une pièce en résine transparente moulée directement dans la pièce. Pour cela, j'utilise dans un premier temps un film de masquage qui a la particularité de ne laisser aucune trace et je coule de la résine directement dans le cadre que je répartis de façon homogène en retirant les bulles d'air avec l'aide d'un cure-dent. Puis avec une lampe à ultraviolet, j'insole la résine pour la faire durcir pendant 1 minute environ, puis je répète si c'est nécessaire l'opération sur l'autre face. Le résultat, vous le voyez ici, avec un morceau de verre qui semble être parfaitement intégré dans son support sur la trappe de vue du conducteur. À ce stade, je monte le haut de la caisse sur le châssis et j'installe les derniers éléments qu'il faudra protéger pour éviter de les recouvrir de peinture.
Alors étant donné que le véhicule est entièrement fermé, il n'est même pas nécessaire de peindre l'intérieur en noir. Je passe ensuite à la mise en place des garde-boue, qui sont proposés en plastique avec la possibilité de remplacer certaines pièces par des éléments en photodécoupe. Cependant, je trouve que le motif de la surface antidérapant est trop grossière et qu'elle manque de finesse à mon goût. Je vais la remplacer en utilisant une planche de photodécoupe générique de chez Voyageur Modèle. Alors c'est une excellente alternative intéressante qui vous évite de devoir acquérir un ensemble complet et qui vous sera utile dans différents cas de figure et projets. Je vais employer la même technique que pour mon Panzer II et je vais utiliser la pièce en plastique comme support que je vais habiller avec la photodécoupe. Je commence par retirer tous les reliefs et motifs en utilisant une cale à poncer. J'effectue des mouvements souples et précis pour obtenir une surface propre et aussi plane que possible. Ensuite, je fais la découpe avec cet outil à graver en surdimensionnant légèrement les cotes. Je préfère avoir plus de matière à retirer que en manquer, ce qui rendrait le morceau inutilisable. Pour les découpes de petite taille, j'utilise un ciseau de chez Zuron, qui est sûrement un des meilleurs dans le domaine. Il me sert aussi pour couper les petites bavures sur les pièces en laiton, et je vous recommande de l'avoir dans votre atelier si vous faites régulièrement comme moi de la photodécoupe. J'applique de la cyano à séchage lent pour coller la pièce, afin d'avoir le temps nécessaire pour procéder aux ajustements, et je vous recommande de diriger le côté où vous allez éliminer les surplus vers l'intérieur qui ne sera plus visible par la suite. Il y a une multitude de pastilles d'injection et de trous sur la surface intérieure du garde-boue, alors plutôt que de passer des heures à les combler avec du mastic, je préfère les dissimuler le tout par un morceau de carte plastique fin, alors non seulement pour une raison d'esthétisme, mais aussi pour faciliter par la suite le processus de vieillissement. Puis je procède au montage des éléments d'origine de la maquette de chez Trumpeter. Alors une petite méthode pour plier les charnières en photodécoupe, ce qui n'est pas forcément évident. Je me sers de ma plieuse afin de maintenir fermement l'une des deux premières pièces et que je replie sur la tige à l'aide d'une pince à épiler. Puis j'insère l'autre partie et je répète le processus en utilisant une nouvelle forme à plieuse comme support. Puis il ne reste plus qu'à coller les éléments et d'ajuster la tige en elle-même. Alors le fabricant a une très bonne idée, c'est de fournir le schéma sur son plan pour le reproduire à la bonne dimension et je vais même le conserver précieusement. Autre point agréable, c'est les ressorts qui sont fournis avec les supports. Il faudra juste que je les découpe à la bonne dimension pour éviter qu'ils traversent intégralement le garde-boue et viennent rentrer en contact avec la chenille. Pour terminer, en me basant sur des photographies d'engins survivants, je conclus tout ce travail de détaillage en rajoutant les cordons de soudure et aussi les rivets qui proviennent de chez Quinta Studio. Alors un petit aperçu du résultat, alors on va être d'accord que ça n'a rien à voir avec la pièce d'origine en plastique, c'est beaucoup plus joli. Et c'est forcément aussi une des parties les plus sensibles du montage parce qu'une fois qu'on a effacé et retiré tous les détails, on ne peut pas faire machine arrière. On est obligé d'aller jusqu'au bout, mais ça en vaut réellement le coup. Alors en ce qui concerne le lot de bord, c'est pareil, je suis pas du tout satisfait. Il y a beaucoup d'imperfections, de bavures et de flash. Et je décide en fait de tout remplacer par des impressions 3D que je complète avec des fixations en photodécoupe et des attaches d'outils de chez Édouard Brassin. Alors pourquoi j'utilise cela? C'est tout simplement parce que j'ai pas trouvé le bon plan pour l'impression 3D qui s'adapte à mes outils. Et il n'y a que ceux de chez Édouard qui fonctionnent et honnêtement c'est un gain de temps considérable par rapport à ceux que je faisais en photodécoupe qui étaient en 3 pièces et qui étaient un véritable casse-tête à assembler. Je vais corriger une autre erreur sur la maquette, à savoir les feux de route à l'avant qui ne correspondent pas à ceux que j'ai par rapport aux photographies que je dispose. Vous voyez toute l'importance quand même d'avoir une documentation solide pour vous aider à reproduire le modèle le plus fidèle à l'original. Alors c'est très facile à corriger. Je commence par cet outil, c'est un forêt en forme de boule avec une multitude de dents pour arracher la matière. Alors je vous recommande par contre de le faire manuellement. Alors n'essayez pas de le faire avec une perceuse électrique, même à la plus petite vitesse, il y a de fortes chances que la pièce se casse et que vous fassiez un trou dans votre doigt quand vous allez riper. Je préfère personnellement la travailler lentement avec de la souplesse et surtout de bien rester centré afin de ne pas se retrouver avec un trou qui serait décalé. Alors pour peindre l'intérieur, j'utilise une nouvelle fois les feutres. J'ai le couleur chrome de chez Malakoff et un blanc de chez AK Interactive pour la petite ampoule que j'ai confectionnée en mastic. Puis il ne reste plus qu'à faire la partie vitrée en coulant une nouvelle fois de la résine transparente que je durcis à la lampe UV. Et maintenant j'ai la bonne pièce pour mon modèle. Alors je continue mon montage avec le coffre à munitions et en fait j'ai envie de le laisser ouvert avec un obus à l'intérieur. Cependant il va falloir éliminer une multitude de pastilles d'injection. Alors pour ça je vais utiliser une méthode avec un produit qui est super, c'est le Magic Dust. En fait c'est une poudre qui a la particularité de se solidifier instantanément au contact de la colle cyano. Alors j'en ai même discuté avec d'autres maquettistes et ils me disent que ça fonctionne également avec le bicarbonate de soude. Alors pour l'appliquer, l'utiliser c'est vraiment facile. Il faut monter une petite canule sur le flacon de colle, ça va me permettre de remplir en fait le trou sans déborder. Et ensuite je viens saupoudrer directement par-dessus et au bout de quelques secondes il va se solidifier. Ensuite j'ai plus qu'à poncer la surface avec du papier de verre pour obtenir un résultat propre et uniforme.
Alors moi je vous conseille une chose, c'est toujours d'appliquer une deuxième couche avec du mastic d'une autre couleur. Alors moi j'utilise du vert parce qu'il se contraste bien par rapport au gris pour terminer proprement le travail. Puis je fais un contrôle visuel avec une technique, c'est je peins la pièce avec un apprêt de couleur gris à l'aérographe, ce qui va me permettre de mettre en évidence les derniers défauts ou les oublis, comme ici vous voyez, j'ai mal poncé une pastille, et il y a même certaines parties où il y a encore des aspérités qu'il faut combler. Alors il y a des pièces qui ont un moulage pas vraiment satisfaisant, comme ici les poignées. Alors déjà le point de fixation n'est pas vraiment optimisé, ça va être un peu laborieux à découper et à nettoyer, et en plus je trouve que la pièce elle manque de finesse. Alors depuis que j'ai fait mon acquisition de l'imprimante 3D il y a déjà 1 an, j'ai rassemblé une bonne quantité de fichiers pour mes véhicules, et je consacre même un peu de temps à parcourir les sites web afin de découvrir du contenu de créateurs. Et dans ce cas précis, j'ai trouvé les poignées et l'auteur a même eu une très bonne idée, c'est de les concevoir d'une manière générique où on peut adapter la longueur en fonction de ses besoins. Alors en ce qui concerne les supports du coffre, on a le choix entre la pièce en photodécoupe et en plastique. Alors évidemment j'ai choisi la plus belle et je l'ai détaillée également avec des écrous que j'ai aussi imprimés en 3D. Alors tous les fichiers et les plans que j'ai utilisés pour ce modèle, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Alors certains sont gratuits et d'autres ne coûtent que quelques euros, mais je dirais toutefois quand même que c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Alors j'ai trouvé une autre erreur sur la maquette, à savoir les fixations utilisées pour attacher les obus. Trompeter en fait estimait qu'elles étaient au centre du coffre, là où j'ai comblé les trous avec du mastic vert. Mais en fait c'est totalement faux. En regardant sur ces photographies, elles étaient montées sur le support de droite. Donc je les ai toutes refaites en coupant de fines bandes dans une plaque de laiton souple. Et j'ai ensuite scratché les détails. Et j'ai aussi remarqué que les plaques étaient souvent retirées. Je pense qu'elles devaient gêner et encombrer les membres d'équipage. Et en fait j'ai choisi de suivre cette idée pour personnaliser un peu plus mon modèle. Alors, je termine le montage sur la partie qui est pour moi la plus intéressante de ce modèle, c'est la grue électrique qui au final, en la comparant avec pas mal de photographies que j'ai trouvées sur internet, elle est vraiment bien restituée par Trompeter. J'ai pas eu grand chose à modifier, j'ai même moins de travail que par rapport au châssis du véhicule qui est à la base du Panzer IV. Alors je refais quand même quelques textures pour imiter les effets de fonderie sur des pièces qui ont des formes un peu particulières et complexes que je pense qui étaient moulées. J'ai aussi remplacé les écrous qui étaient mal restitués par des impressions 3D beaucoup plus jolies. Et en regardant même sur une photographie, on peut voir une sorte de coffret électrique où sortent des câbles que j'ai rajoutés en fil métallique souple. J'ai aussi repris le siège de l'opérateur de la grue que j'ai trouvé vraiment trop plat, et avec du mastic bicomposant, je lui ai donné un peu plus de volume et de forme. Et pour terminer, alors j'ai remplacé les tiges en plastique des pièces en mouvement par des tiges en laiton, parce que toutes ces parties en fait vont être soumises à des efforts lorsque je vais mettre le câble du treuil, et je vais tout simplement éviter des contraintes supplémentaires et des casses potentielles. Alors en ce qui concerne le fil du treuil, Trompeter nous propose une cordelette qui ressemble à un câble en acier tressé, mais je suis pas vraiment fan car déjà, ça va être difficile à mettre en forme, et de plus, il est très pelucheux, ça va se voir avec la peinture et à cette échelle, ça ressemble quand même plus à une corde qu'à un câble en acier. Alors moi, par habitude, je remplace par du fil de métal de chez Grünstallwald. Alors celui-ci, il a une particularité, c'est qu'il est suffisamment rigide pour garder la forme qu'on lui donne, on peut le graver, et il est assez souple pour le manipuler sans trop d'efforts et surtout, on n'a pas besoin d'outils. Alors deux petites astuces que je vous donne quand on travaille du fil de métal, si jamais vous voulez le rendre tout droit, c'est super facile, vous le roulez avec un réglet métallique sur un tapis de découpe, et pour lui graver la forme d'un fil d'acier tressé, il faut juste une bonne lime. Alors il faut un peu la nettoyer pour enlever les traces et les résidus d'ancien ponçage, et vous venez rouler avec la lime en appuyant fortement jusqu'à ce que vous ayez gravé le motif, et vous voyez le résultat, c'est super facile à faire. Et j'utilise même cette technique pour faire les câbles de remorquage. Vous savez, quand vous avez envie de leur donner une forme et une position particulière sur un char, c'est vraiment l'idéal. En cherchant un peu de docs sur internet, je suis tombé sur un forum américain où quelqu'un a dessiné un schéma explicatif du fonctionnement de la grue. Vous voyez, en fait, il y a deux treuils. Le rouge, il servait à faire la montée et la descente du crochet, et le bleu, il permettait de faire l'élévation et la descente de la flèche de la grue. Alors c'est génial, ça va beaucoup me servir parce que sur la notice de Trompeter, c'est très mal expliqué. Alors je commence par enrouler en fait mes fils autour des deux tambours et je prends soin de prendre le point d'origine dans une zone qui va être complètement cachée. Puis je vais en fait préparer des tronçons. Je vais couper mon câble en plusieurs morceaux et en fait à chaque fois à la jonction, je vais faire en sorte que ça se fasse au niveau des capots de protection pour que ce soit caché et que ça soit complètement invisible. Alors l'assemblage de la grue a été long et très fastidieux, il m'a fallu une après-midi complète pour y arriver. Alors j'ai eu quelques loupés, j'ai dû recommencer plusieurs fois des morceaux de câble parce que certains je les ai abîmés, d'autres je les ai coupés trop courts. Mais on peut voir que le résultat est vraiment plaisant avec des filins d'acier très réalistes et surtout qui sont tendus. Ça aurait été un peu illogique d'avoir des fils mous qui s'affaissent avec au bout du crochet quand même un obus de 2 tonnes que je vais mettre pour ma petite mise en scène. J'ajoute des derniers détails à la maquette avec des petits accessoires imprimés en 3D.
une caisse en bois avec quelques engrenages et des bidons pour représenter les pièces de rechange de la grue. J'ai également trouvé dans ma boîte à rabio une bâche et une cantine, ainsi que des jerrycans où j'ai également remplacé le bouchon par une impression 3D beaucoup plus jolie. J'ajoute aussi un carton de ravitaillement de chez JFL Miniature. Alors c'est un artisan que je vous ai déjà présenté et qui propose un très beau catalogue de très bons produits très bien restitués. Et je vous encourage vraiment à faire un petit tour sur sa page Facebook pour les découvrir. Et n'hésitez surtout pas à le solliciter si vous avez des besoins particuliers. Il est capable de réaliser des projets sur mesure. Alors pour ma mise en scène, je prévois également d'utiliser les deux objets au métal qui sont bien sûr plus jolis que ceux en plastique. Alors il y a deux modèles, il y a un long et un court qui sont également complétés par de la photodécoupe proposée dans la maquette. Je prépare quand même une petite vignette pour présenter le véhicule. Alors plus tard, je réaliserai le montage du mortier carle avec un grand diorama. Alors je découpe un bloc de mousse espancée avec mon thermocut. Et pour changer, j'ai choisi de faire un socle un peu plus haut que d'habitude en collant deux plaques de 40 mm l'une sur l'autre. Et je dessine ensuite les motifs de dalles de béton en diagonale à l'aide d'un réglet et d'un critérium. Et je reprends ensuite avec une spatule pour affiner la gravure. Pour la texture, j'utilise une technique qui est très bien connue. C'est de rouler tout simplement une feuille de boule d'aluminium dessus pour écraser la mousse et donner cet effet de texture de béton. Pour la mise en scène, j'ai choisi deux figurines et c'est chez Panzerart que j'ai trouvé celle qui me convenait. Un soldat assis jouant avec un chien et un autre qui a l'air pensif. Le premier, j'ai trouvé tout simplement amusant de le mettre assis sur un obus. Quant à l'autre, je l'ai placé devant et posé à la verticale pour montrer la taille gigantesque de ses munitions par rapport à l'opérateur de la grue qui va se demander comment il va le charger sur son véhicule. Alors on arrive à la fin de ce montage, le tout premier de cette nouvelle année. Alors j'aime beaucoup ce véhicule, vraiment très atypique avec sa grue, son conteneur à munitions. Ça change des chars et des transporteurs de troupes. Et je trouve fascinant cette capacité qu'ont eu les ingénieurs allemands à développer ce genre de matériel pour répondre à des besoins particuliers. Alors pour rappel, il n'y a eu que 13 engins construits et au final, malheureusement, il n'y en a aucun qui a survécu au conflit. Alors oui, une nouvelle fois, il y a eu beaucoup de travail sur ce modèle qui date quand même des années 2000. Alors c'est sûr que si elle serait sortie maintenant, je pense que j'aurais eu moins de choses à retravailler. Mais comme vous avez pu le voir, en fait, c'est une succession de petites étapes simples qui sont vraiment abordables. Il y a juste deux choses qui nécessitent un peu de temps et de patience. C'est de refaire les garde-boue en photodécoupe. Il faut prendre le soin de bien poncer le plastique et de réaliser la découpe de la nouvelle pièce. Et je vous l'accorde aussi que la grue, c'est un peu difficile. Je me suis même demandé à un moment si je me suis pas tiré une balle dans le pied à vouloir le faire absolument en fil de métal. Mais quand j'ai vu le résultat, c'était vraiment à la hauteur de la persévérance et du temps passé dessus. Alors c'est ce que j'aime faire, c'est de reprendre ces vieilles maquettes, les améliorer. Alors certains d'entre vous parlent même de cette capacité que j'ai de les sublimer avec de nombreux ajouts et de modifications à base de photodécoupe, de scratch et d'impression 3D. Alors une nouvelle fois, merci de m'avoir regardé. Si tu as aimé, pense à t'abonner, comme ça tu seras informé des prochaines vidéos et également des shorts, ces petits clips que je diffuse de temps en temps sur YouTube pour vous montrer l'avancement de mon travail. Et nous, bien sûr, on va se retrouver dans un prochain épisode avec la peinture et le vieillissement. Et j'ai hâte de tester une nouvelle façon de faire la modulation du gris Panzer avec les nouvelles peintures de chez Atom. Et également vous partager une nouvelle technique que j'ai découvert pour le brunissage des chenilles métalliques. En attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt dans l'atelier. Ciao les copains!